Bonsoir, il est 20h. Vous suivez le journal sur Prestige TV. Voici le sommaire. 14 milliards de francs CFA, c'est la somme que le PACASEN a investi dans 15 communes à Thiès depuis son lancement dans plusieurs secteurs. Plus de détails dans ce journal. L'intégration, une rencontre s'est tenue à Thiès entre des représentants de l'Union européenne et plusieurs organisations de la société civile pour renforcer leur collaboration. Le gouverneur Saher Ndao sera dans ce journal pour plus d'explications. L'intégration de l'intelligence artificielle et des technologies numériques dans le système éducatif, le ministre de l'Éducation se dit prêt. Vous l'entendrez dans ce journal. L'international sera l'affaire de Momodou Saturne Dione. Tels sont les titres dans un instant de développement. Bonsoir amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité à l'endroit de Prestige TV. Comme annoncé dans les titres, 7 ans après son lancement, le PACASEN fait étape à Thiès pour sa première capitalisation régionale. 15 communes bénéficiaires de 14 milliards de francs CFA ont été investies dans l'éducation et la santé et les infrastructures sportives. Partenaires et acteurs territoriaux salue l'impact sur la gouvernance locale et les conditions de vie des populations vulnérables à travers ce programme. À l'unanimité, il demande aux partenaires techniques et financiers d'engager une phase 2 de plus grande envergure. Mahmoud Diop, directeur général de PACASEN, est avec Brahim Diaw et Moussa Mbaye. Comme vous le savez, vous l'avez constaté, le PACASEN a fait une marche de 7 ans dans les régions du Sénégal, dans les 14 régions du Sénégal, autour de 104 communes. Le PACASEN vient de mettre en œuvre à la disposition des municipalités un certain nombre de transferts pour soutenir les investissements. Donc on est à la fin du programme. Il est très normal de faire le bilan du développement urbain dans les communes bénéficiaires. Donc Thiès aujourd'hui abrite la première région en termes de capitalisation du PACASEN. Donc l'objectif de l'atelier est d'écouter les élus et de faire des consultations locales et territoriales auprès des acteurs, au moins de leur donner la parole et récolter les ressentis, les résultats et les impacts du programme auprès des communautés, auprès des populations. Et nous sommes vraiment très satisfaits de voir aujourd'hui que Thiès vraiment a senti l'intervention du PACASEN et que les populations et les communautés ont vraiment donné leur impression positive sur le programme. C'est pourquoi l'atelier est très important. C'est le premier du genre ici pour l'instant. On va faire les autres régions. Mais Thiès, compte tenu de sa position géographique et de son dynamique en termes de décentralisation, nous avons jugé nécessaire de démarrer par Thiès, une région qui a toujours été une région test en matière de décentralisation, en matière de politique. Donc on est vraiment satisfait de la tenue de cet atelier régional de capitalisation et bilan du développement urbain et local dans la région. Au niveau de la région de Thiès, je pense qu'il y a 15 communes, mais sur les 7 ans, ces communes ont reçu globalement 14 milliards de francs CFA en termes d'investissement de développement local. Restons toujours dans la région de Thiès pour partir à Ngaye, toujours pour cette cérémonie de capitalisation. Pour sa part, le maire de Ngaye Mekhe a dressé un bilan très positif du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. Pour lui, c'est un programme qui est arrivé à point nommé dans les zones rurales où le niveau de vie est faible. L'édile souligne aussi l'apport du PACASEN à l'endroit des femmes avec la construction d'infrastructures de base, en l'occurrence les postes de santé. Nous l'écoutons toujours avec Brahim Diaw et Moussa Mbaye. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un grand projet. Alors, quand je dis c'est un grand projet, et l'impact a été considérable au niveau des bénéficiaires, donc en termes de réalisation, mais en termes d'amélioration des conditions de vie des populations, notamment les populations les plus vulnérables, qui sont les populations qui sont en zone rurale, d'où partent la plupart des jeunes qui bravent les océans, et d'où partent également les jeunes qui remplissent les grandes villes comme Dakar. Et aujourd'hui, aller
en zone, dans les zones semi-urbaines, etc. et améliorer les conditions de vie, notamment des femmes et des enfants. Le PACASEN a permis de rendre beaucoup de services aux femmes, avec les postes de santé, avec les centres de santé, aux enfants, avec les écoles et aux jeunes, avec les parcs sportifs, les stades, etc. Donc le PACASEN a atteint un objectif considérable pour lequel nous remercions le gouvernement du Sénégal qui a pu négocier un projet aussi important, mais aussi les agences techniques comme l'ADM qui a été là au début des négociations, l'ARD et d'autres institutions. Nous remercions donc son Excellence le Président de la République pour sa clairvoyance et dire que le projet 2050 a besoin de projets structurants comme le PACASEN. Et aujourd'hui, pour avoir passé de très longues années au sein du système de la Banque mondiale, donc au sein de la Banque africaine de développement, qui est partenaire de la Banque mondiale, nous demandons à la Banque mondiale, comme ça a été fait avec l'AFD, de prendre tous les partenaires techniques et financiers qui sont au Sénégal pour travailler sur une phase 2, donc après ce projet pilote. Un projet pilote appelle un projet de plus grande envergure. Quand on dit 230 milliards, 250 milliards, c'est beaucoup pour les bénéficiaires, pour des pays comme le Sénégal, comme des communes comme Gaïmekhe, mais ce n'est pas grand-chose pour la capacité d'intervention de la Banque mondiale. Réunis à Thiès, des représentants de l'Union européenne et de plusieurs organisations de la société civile sénégalaise ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur collaboration au service du développement de la gouvernance démocratique et de la participation citoyenne. Cette rencontre a permis d'échanger sur les défis auxquels font face les organisations citoyennes, notamment dans les domaines de la gouvernance locale, de la promotion des droits humains, de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation des femmes. Les explications du gouverneur de la région de Thiès, Saher Ndao. Vous savez, le prolongement de l'État dans les régions, c'est les autorités administratives. Et nous sommes chargés d'accompagner l'ensemble des politiques publiques qui sont implémentées dans nos localités, y compris même l'activité des acteurs, des partenaires de l'État. C'est dans cette dynamique donc que nous venons appuyer un peu le dialogue structuré tenu par la société civile, mais accompagné par l'Union européenne. C'est le lieu encore une fois de remercier ce partenaire privilégié de l'État dans toutes les actions de développement durable qui sont menées dans nos localités. L'importance de ce dialogue, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la deuxième fois qu'on reçoit ce dialogue structuré dans la région de Thiès. Pour l'édition de Mbour, ça a été vraiment une édition qui nous a beaucoup apporté. Pour nous, les conclusions de ce dialogue nous ont permis de un peu recadrer notre lutte par rapport et la considération qu'on avait par rapport à l'immigration irrégulière. Et pour cette fois-ci, quand on revient donc, nous espérons que les conclusions vont nous servir un peu dans plusieurs secteurs. On parle de l'environnement, du transport, du numérique. Et dans chaque secteur, nous avons un mot à dire. Et ce que nous avons comme mot à dire sera complété par ce qui sera fait ici et nous permettra encore d'avoir une meilleure ancrage, mais aussi de prendre en charge toutes les préoccupations liées à ces discussions, toutes les préoccupations liées à ces secteurs, surtout le secteur de transport qui considère actuellement un secteur non seulement névralgique, un secteur de développement, mais qui est un peu désorganisé pour le moment où nous devons beaucoup apporter pour un peu aller vers une parfaite organisation. Bon, premièrement, ce dialogue nous permettra de mettre en place ce qu'on appelle le cadre de discussion des acteurs. Il nous faut maîtriser les acteurs clés dans ces secteurs. Parce que si nous ne maîtrisons pas les acteurs clés, la discussion devient impossible. Donc c'est pourquoi j'ai regardé tout de suite la cartographie qui a été faite. Et cette cartographie nous permet encore de définir le rôle de chaque acteur. Et une fois le rôle de chaque acteur défini, il nous faut avoir un cadre de convergence qui nous permet de lier les idées de chacun pour aboutir à un agencement des idées et aller vers ce qu'on appelle une dynamique de concertation. C'est ça seulement qui pourra nous faire sortir de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est valable pour le secteur transport, c'est valable pour le secteur éducatif, mais c'est valable pour les autres secteurs. Dans tous les secteurs, c'est la désorganisation qui gangrène un peu beaucoup plus parce que c'est des acteurs clés, des acteurs qui maîtrisent bien le secteur. Par contre, si chacun a une idée et que les idées ne sont pas organisées, c'est comme on le dit souvent, la désorganisation qui mène vers l'échec. Parlons maintenant éducation avec le ministère de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a plaidé mardi à Saly pour une intégration résolue de l'intelligence artificielle et des technologies numériques dans les systèmes éducatifs africains. Selon lui, cette transformation constitue un levier stratégique
pour renforcer l'inclusion, promouvoir l'équité des chances et améliorer durablement les performances scolaires tout en prenant les jeunes générations au défi du monde de demain. Écoutons ses propos. Aujourd'hui, on ne parle pas que du Sénégal, on parle en fait de tout un continent, de plusieurs pays africains qui portent ensemble un grand sujet, la question du numérique, la question de l'intelligence artificielle. Presque tous les pays concernés, les pays africains francophones, ont comme enjeu de relever ce défi du numérique et de l'intelligence artificielle en transformant leur système éducatif, en intégrant l'IA, en intégrant le numérique dans une logique donc d'équité, dans une logique d'inclusion, dans une logique de performance scolaire. Et c'est le lieu pour moi, au nom du gouvernement du Sénégal, de saluer les porteurs, donc les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné ces institutions, qui ont accompagné ces gouvernements, ces pays et parmi lesquels donc le Sénégal. Nous avons tous compris que ce n'est plus une perspective en réalité, nous sommes tous en train de vivre donc l'IA et le numérique. Dans presque tous les pays, nous avons entendu les différents ministres s'exprimer, les différents experts s'exprimer sur la question, c'est devenu une réalité. Maintenant, il s'agit entre pays, dans une logique de solidarité, dans une logique aussi d'efficience, d'aller dans le sens donc d'harmoniser les démarches, les politiques, les processus. Et ce fut donc des cadres d'échange extrêmement précieux qui permettent donc à chaque pays de comprendre le système de l'autre, les écueils de l'autre, mais comment il a pu donc les contourner et ses performances. Et nous allons beaucoup plus vite. L'enjeu donc est extrêmement important. Il s'agit de développer les compétences en IA dans le numérique pour les enseignants et pour les élèves. Mais rappeler, ça a été l'occasion pour nous de rappeler en fait qu'en parlant de compétences, ce ne sont pas simplement des compétences du numérique et de l'IA. Le numérique et l'IA englobent ou portent en eux-mêmes, le numérique donc et l'IA, la question fondamentale de l'humain. Donc parmi les compétences clés dont on a besoin, il s'agit aussi de recentrer la chose autour de l'humain. C'est des questions d'éthique, c'est des questions de liberté, c'est des questions de créativité, mais c'est aussi ce sont des enjeux de souveraineté. Et parmi quels enjeux? Donc l'enjeu de souveraineté des données, qui devient un enjeu extrêmement critique et très très sensible. Il faut entraîner l'IA, le numérique, aux données en fait souveraines, les données que vous produisez, pour être sûr que vous n'allez pas encore subir une seconde colonisation qui peut être plus fatale, plus destructrice, parce que cette colonisation va agir au niveau du mental et de l'âme. Là, il s'agit réellement de comprendre cet enjeu-là. C'est pour ça que le développement des compétences, oui, pour le numérique, ça c'est l'aspect technique, la chose là. Plus de 25 ans après l'adoption de la loi interdisant les mutilations génitales féminines, des résistances communautaires continuent d'entraver l'éradication de cette pratique au Sénégal. Selon Madame le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie-Angélique Mame-Selbé Diouf, elle appelle à renforcer la sensibilisation et la mobilisation des acteurs communautaires pour accélérer l'abandon définitif de ces violences faites aux filles et aux femmes. Elle est avec Oulimata Fall. Nous avons la loi de 1999 qui va jusqu'à criminaliser en cas de mort. Nous avons également la Convention des droits de l'enfant, la Convention des droits de la femme. Nous avons le traité de Maputo, mais malgré tout ça, il y a des résistances aux mutilations génitales faites aux femmes. Alors, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Je crois qu'il y a l'appropriation de la loi par la communauté, mais également le manque de communication auprès de ces communautés-là. Et cet atelier permet de relever tous ces obstacles qui sont liés à l'application concrète de la loi et à l'appropriation de cette loi par les communautés qui résistent et qui continuent
de pratiquer la mutilation chez la jeune fille. L'objectif concret, c'est de voir en réalité qu'est-ce qu'il y a comme obstacle à l'application réelle de la loi. Parce que la loi a été signée depuis 1999, ça fait plus de 20 années. Alors, on devait oublier cette situation-là. Qu'est-ce qui constitue les difficultés? Qu'est-ce qui est à l'origine de la résistance? Et c'est ce qu'on va rechercher avec tous les acteurs présents et même des gens qui ont eu à subir ces mutilations et tirer les conséquences, voir les propositions qui vont découler de cet atelier pour aller vers l'éradication complète de ce phénomène. À présent, l'actualité internationale présentée par Momodou Saturnion. Une attaque armée menée hier jeudi à l'aube contre l'aéroport international de Niamey a fait 13 morts du côté des forces nigériennes et des civils avant d'être repoussés par l'armée. 22 assaillants ont été tués et plusieurs suspects interpellés selon le ministère de la Défense qui affirme que l'infrastructure demeure totalement sécurisée. Dans un communiqué diffusé à la télévision publique, le ministère de la Défense a indiqué que l'assaut visait l'aéroport international Diori Hamani, principal hub aérien du pays. Le bilan provisoire fait état de 13 victimes, 11 militaires et 2 civils, ainsi que 22 assaillants neutralisés, tandis qu'une vingtaine de personnes ont été interpellées. Si les autorités n'ont pas immédiatement attribué l'attaque, plusieurs sources sécuritaires et analystes estiment qu'elle pourrait être imputée à l'État islamique du Sahel, déjà auteur d'une offensive similaire contre le même site au mois de janvier dernier. Quittons le Sahel pour la région des Grands Lacs où Corneille Nangaa, coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo M23, a pris la parole hier jeudi pour accuser Félix Tshisekedi Tshilombo de torpiller les efforts de paix internationaux au moment même où les médiateurs américains et qataris tentent de sauver un cessez-le-feu déjà fragile. La tension est en son comble et le spectre d'une escalade militaire plane de nouveau sur l'est de la République démocratique du Congo. Corneille Nangaa ne s'est pas contenté de dénoncer, il a également adressé un avertissement sans équivoque à Kinshasa face à ce qu'il qualifie de posture militariste du régime. Le coordonnateur politique de l'AFC M23 a prévenu que son mouvement n'hésiterait pas à répondre par la force. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient. 18 morts au Liban ce vendredi 19 juin dans des frappes israéliennes au sud et à l'est. L'initiative de paix régionale annoncée cette semaine semble être fragilisée. Une épaisse fumée a été observée au-dessus de villages, notamment Nabitaye, Al-Fawqa, Choukine et Kifar Sir, tandis que de nouvelles frappes étaient signalées près de Baalbek. Ces violences surviennent quelques jours seulement après la signature par les États-Unis et l'Iran d'un accord cadre censé mettre un terme au combat sur plusieurs fronts, y compris au Liban. Les forces israéliennes ont également fait état de la mort de soldats dans le sud du Liban. Les premières pertes de ce type depuis l'annonce de l'accord. Bien que l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran ait ouvert un processus de négociation de 60 jours, Israël et le Hezbollah n'en sont pas directement partie prenante. La poursuite des affrontements risque de compromettre les efforts diplomatiques et de faire planer davantage d'incertitudes sur les espoirs de cessez-le-feu élargi dans la région.
L'actualité internationale a mis fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. La rédaction vous donne rendez-vous tout à l'heure en version wolof. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.